Salut tout le monde, donc Thierry m'a amené cette enceinte amplifiée dont il m'a amené que l'ampli, ça appartient à son fils et il se plaint d'un problème de craquement. J'ai donc contrôlé, le problème c'est qu'il y avait de la colle sur le circuit imprimé qui s'était désagrégé, de la colle genre colle néoprène, qui au contact de fils soumis à une tension, cette colle se délite et devient conductrice. Et donc elle a causé des problèmes, et le problème entre autres c'est que il y a un problème dû au signal qui n'est pas correct. Alors quand on démarre l'enceinte, il y a ce problème donc de bourdonnement, bon ça c'est normal, mais quand on monte le volume sonore, voilà ce qu'on obtient. Alors je vais vous faire voir dessous comment ça se passe. Donc cette fameuse colle qui est encore un peu résidente, il en reste un peu sur les condensateurs, j'en ai enlevé le maximum et ça pose un petit problème, mais l'autre problème c'est qu'il y en avait au niveau de ces deux résistances ici, et il y en a une qui a été bouffée par cette fameuse colle. C'est pas les résistances de 220 ohms en fait, c'est la résistance qui est juste dessous qui est masquée, donc la résistance est ici et c'est une 1 kg, et cette résistance sert à polariser la diode de stabilisation du moins 15 volts. Donc cette résistance est coupée, et en étant coupée, donc les amplis opérationnels ne sont plus alimentés. Alors comme on peut le voir ici, je vais remettre l'enceinte en marche. On va prendre le voltmètre et contrôler sur les pattes 4 et 8 d'un ampli opérationnel. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais me mettre en continu. Là il est en mesure automatique. Je vais mettre le briquet dessous pour avoir un bon angle, et je vais regarder donc les pattes 4 et 8. Donc sur la 4, comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit, je vais changer de place, mais ça pose problème par rapport au même. Alors je prends sur la pin 4, j'ai un volt 0,86. Sur la pin 8, j'ai 15 volts. Donc normalement la pin 4 du circuit intégré est alimentée par le moins 15. Alors maintenant, si je regarde sur la base de mon transistor qui est ici, donc le transistor ici, on a la base, le collecteur et l'émetteur. Donc je vais me mettre sur
sais pas comment je vais faire pour qu'on puisse voir à peu près tout. Alors je vais mettre ici mon voltmètre, je vais changer de côté pour que ça puisse se voir. Alors je me mets sur le collecteur du transistor, j'ai moins 30 volts 6, sur son émetteur j'ai un positif de 1 volt 0,7 et sur sa base j'ai 0,45 volts mais positif. Si je regarde donc la résistance qui est placée entre ce point ici et ce point ici, je prends sur le point ici, j'ai moins 31. Donc là on peut se dire, sur ce montage là, sur la base, on a la diode Zener, on a un condensateur de découplage, et puis la résistance donc qui vient, la résistance ballast de la diode Zener. On pourrait se dire effectivement, ça peut être ou la Zener qui est en court-circuit, ou le chimique de découplage. Bon, mais pour ce faire, on débranche une patte, c'est ce que j'avais fait au préalable ici. J'avais soulevé avec, j'avais dessoudé la patte de la Zener ici, et la tension n'est pas remontée. Donc j'ai enlevé après le chimique de découplage dont les deux pattes sont ici, et la tension n'est pas remontée. Donc qu'est-ce qui reste? Mais il reste plus qu'une chose, la résistance de ballast de la Zener qui peut être coupée. Et donc c'était bien le cas, c'est bien le cas ici à l'heure actuelle puisqu'elle n'est pas remplacée. Donc je vais remplacer la Zener. Et bon, je ne vais pas vous faire voir la suite, mais on va traiter d'une chose, c'est-à-dire cet ampli, il est alimenté par deux rails, un rail positif, un rail négatif. Donc il y a en fait deux amplis, un pour le grave, grave et médium, et un autre pour les aigus. Alors l'ampli grave, donc qui est le basse, qui est le plus important, il est alimenté par une tension de rail de moins 31 volts, comme on peut le voir sur le voltmètre. Moins 31 et plus 31. Donc ce qui nous donne 62 volts au total. Comment on va pouvoir déterminer la puissance apparente délivrée par cet ampli? On va maintenant calculer ça à l'aide de cette tension et la charge haut-parleur qui est du 8 ohms. Donc on va faire ça, je vais vous expliquer en détail comment on fait pour calculer ça. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous donnent des puissances à l'heure actuelle monumentales, plus que ce qu'ils consomment, donc c'est vrai que il y a beaucoup de triche de ce côté-là. Donc pour vous éviter de subir cette triche, il suffit juste de connaître la tension secondaire d'un transfo et de calculer la puissance théorique que l'ampli peut vous fournir. Allez, on va faire ça. Donc pour commencer, on va commencer par une chose. Qu'est-ce que le courant alternatif? Le courant alternatif, comme il est dit, il s'alterne. Donc il s'alterne d'une valeur, on va partir de 0, on a 0 volts ici, on a notre alignement sur le 0, et on a notre valeur positive qui va
monter, redescendre et passer par la valeur négative et revenir sur le zéro. Donc ici, on a une demi-alternance et une autre demi-alternance. Une demi-alternance positive et une demi-alternance négative. Ces valeurs, elles ont une valeur crête-crête. Et la valeur crête-crête sera donc, comme on a un courant secteur qui est de 230 volts, donc multiplié par 2 et multiplié par 1,414 ou racine de 2. 1,414 qui est la valeur de racine de 2. Donc ici, si on fait le calcul de la valeur comme je vous ai expliqué, c'est la réponse, et donc 650 volts. Donc ici, crête-crête, la valeur crête-crête d'ici à la valeur de la crête négative, elle est de 650 volts. D'où le 230 volts est très très dangereux, parce que c'est pas le voltmètre qui prend dans les doigts le 650 volts, donc c'est vrai que lui aussi, on vous dit qu'il doit avoir une valeur crête ou une valeur maxi. C'est pour ça que quand on met un condensateur sur le secteur, un condensateur est soumis quand même aux deux pics importants, qui sont les valeurs crête-crête. Alors il faut penser une chose, qu'on a 50% de cette valeur qui est efficace. Cette valeur ici est efficace. Cette valeur négative est efficace. Si on avait un créneau à la place de ça, c'est-à-dire on aurait un créneau qui aurait un rapport cyclique de 50%, oui, pas très... mon créneau est pas parfait, mais enfin bon, on peut, voilà, là, ici, et là, on le fait qu'il soit de 50%. On a une valeur de 50% ici, et 50% ici. Donc 50%, c'est la moitié. Donc si je prends la valeur ici, et que j'ai la même valeur crête-crête qu'ici, c'est-à-dire j'ai 650 volts ici, toujours pareil. Donc je peux diviser 650, ce que je vais faire, 650 divisé par 2 me donneront 325 volts. Pourquoi? Parce que ici, au lieu d'avoir une valeur sinus qui va s'intégrer là-dedans, comme on peut le voir, la valeur sinus s'intègre, mais on a de la perte ici. Donc c'est pour ça qu'on a une tension efficace et qui est plus importante dans le rectangle, dans le carré, que dans la valeur sinus. Donc si je fais maintenant 325 divisé par 1.414, je tombe à 229 volts 8, 230 volts. Donc ce qui me donne bien les 230 volts, la valeur sinus efficace. 229 volts, 229 volts 8, efficace. Voilà. Donc déjà ça c'est bien comprendre ce qu'est le courant alternatif
veut bien dire qu'il s'alterne d'une alternance positive à une alternance négative avec un rapport cyclique de 50%. Donc 50%, c'est la moitié. Donc la moitié de 650, ça nous donnera, comme on a ici, comme on avait ici, c'était 650, c'était 325. Donc 325 volts, c'est la surface de mes deux utilisations ici dans mon rectangle. Voilà, donc bien comprendre ça, c'est déjà comprendre le courant alternatif. Alors il y en a qui vous disent, ouais, mais le courant continu est aussi plus dangereux que le courant alternatif. Quand vous regardez la valeur crête de du courant alternatif sinusoïdal, ce que votre corps est soumis, c'est à la valeur crête. Donc pensez-y, c'est la châtaigne que vous prenez, elle fait quand même 650 volts. Si vous prenez du 380, pourquoi le 380 est une tension plus élevée, enfin le 400 volts, puisque c'est plus 380, c'est 400 volts, c'est que vous prenez entre deux phases. Donc les phases sont décalées de 90 degrés. Donc 90 degrés, ça va vous donner un taux de remplissage qui sera plus important dans votre sinusoïde en développé, c'est-à-dire au lieu d'avoir une sinusoïde classique, eh bien, vous aurez une sinusoïde qui va être comme ça et comme ça. Pourquoi? Parce que l'autre rentre à l'intérieur. Moi, je dessine pas très bien, mais bon, voilà. Donc le taux de remplissage, au lieu d'être comme ça, ben, vous avez ça en plus, ce qui vous donne, au lieu de 230 volts, 400 volts. Donc bien penser à ça par rapport au courant monophasé. Voilà, à la tension monophasée. Donc maintenant, on va en revenir à notre ampli. Notre ampli, pourquoi il y en a qui disent la puissance musicale, la puissance crête, sur un ampli à transistor, on a ce qu'on appelle deux rails. Donc on a deux rails, on a un rail positif, donc tout comme dans la même chose, un rail qui est à 0 volts et un rail qui est à négatif. Alors on a dit que tout à l'heure on avait l'ampli qui était alimenté par du 31 volts. Donc on a plus 31, 0 volts et moins 31. Donc là-dedans, il faut qu'on fasse rentrer notre sinusoïde. Mais il ne faut pas que notre sinusoïde soit écrêtée. Donc il faut qu'elle arrive, qu'elle affleure le plus 31 et le moins 31. Sinon, on a ce qu'on appelle la tension décrétale. Il faut aussi tenir compte que le redressement, le transformateur ne sont pas parfaits. Donc il y en a ou l'un ou l'autre qui vont se mettre à genoux. Donc le transfo, il a une résistance série, il n'est pas parfait, il ne tiendra jamais toujours ses plus, enfin disons, ses valeurs alternatives de plus et moins 31, enfin ça, si on calcule la valeur alternative du transfo, ce qui n'est pas difficile, on va faire 31 divisé par 1.414 ou racine de 2, ce qui nous donne 21 volts 9. Allez, on va dire 22 volts. Donc ces 22 volts ne seront pas toujours présents quand vous allez demander toute la puissance de l'ampli. Donc de ce fait, on va perdre de la tension aussi. Donc revenons-en, si
comme notre transfo était, s'il était parfait, qu'on ait quelque chose de parfait, qui ne bouge pas, on va faire rentrer notre sinusoïde là-dedans, avant écrêtage. On revient, on descend, et on repasse à la valeur négative pour arriver à l'écrêtage. Notre puissance efficace, elle est comprise dans cette partie de tension, et cette partie de tension ici aussi, qui est la tension efficace, comme on en revient ici, et comme on en revient ici. C'est toujours pareil, c'est de l'alternatif, que ce soit pour le 220 volts, que ce soit pour driver un haut-parleur, pour faire du son. Maintenant, on va calculer, donc on sait que le rapport cyclique, il est de 50%, donc on a 50% de bon et 50% de vide. Ici, on n'a rien. Dans cette partie-là, on n'a rien, et dans cette partie-là, on n'a rien. Là, il n'y a rien. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'une valeur de tension, 31. Pour faire ces 31, on va faire 31 volts divisé par 1,414. Ce qui va nous donner la valeur du transfo, la valeur alternative de l'alimentation. Donc si à la limite on prend juste la valeur de la moitié, puisque le transfo est symétrique, il y aura plus et moins, enfin plus et moins, une valeur alternative et un point milieu et une autre valeur alternative. C'est pas du plus et du moins. En réalité, c'est de valeurs alternatives. Donc ça va nous donner 21 volts 9. On retombe pareil. Donc en tension efficace, on aura 21 volts 9. Donc ces 21 volts 9, théoriquement, devraient pouvoir alimenter le haut-parleur. Donc si je calcule, alors comment calculer cette puissance? 21,9 au carré divisé par 8. Ça nous donne 59 volts, 59 watts, 95. Donc au maximum sur cet ampli, côté basse, on pourra délivrer maximum théorique. C'est pas parfait. On pourra tirer, allez, on va dire 60 watts. Voilà. On pourra tirer 60 watts de cet ampli. Mais il y a un mais, c'est que dans cet ampli, on a sur la partie puissance, on a des transistors. Donc ces transistors sont alimentés par les deux rails, un rail positif et un rail négatif. Donc on a des résistances d'émetteurs. Quoi qu'il en soit, on a toujours des résistances d'émetteurs pour protéger le système. Ici, voilà. Et ici, on a nos deux rails donc, qui sont alimentés, comme on l'a bien vu, sur 31 volts positif et 31 volts négatif. Donc ces deux transistors sont souvent drivés par d'autres transistors qui sont montés en ce qu'on appelle Darlington. Après, bon, on a ce qu'on appelle le système interbase avec les 4 diodes qui le composent, puisqu'on a donc 4 jonctions, on doit avoir théoriquement 4 fois la valeur des jonctions. Et ici, donc, on a notre générateur de courant ici, qui vient sur ce côté-là.
Et ici, on va avoir notre transistor pour driver tout ça. Mais ici, on perd déjà, dans ces deux trucs-là, la valeur de ces 4 diodes. Donc en fait, c'est la même chose, hein, puisque là, ici, on a notre NPN et là, notre PNP. Si on calcule, on va enlever, pour nos deux alternances, nos 1,2 V pour cette partie-là, 1,2 V ici, moins 1,2 et moins 1,2 pour cette partie-là. Donc ce qui nous fait au total 2,4 V. Donc ici, on n'a plus 21,9 V. On aura forcément 2,4 V de moins. Donc 21,9 moins 2,4 V. Ce qui nous donne 21. Ah, c'est grave, hein, de ne plus savoir calculer sans calculette. 21 moins 2,4 V. 18,6 V. Oui, là déjà. C'est pas. J'ai fait bon 21 volts. Allez, on va prendre 18 volts. 6. Alors 18 volts 6. Maintenant, c'est plus la même musique, puisque on est au lieu de 21,9 V, on n'est plus qu'à 18,6 V. On va faire donc 18,6 au carré, divisé par 8 l'impédance du haut-parleur, ce qui nous donne 43 volts 245. Donc déjà, on est en dessous des 50 watts. Donc attention, comme je vous disais, le calcul est très simple, hein. À la limite, on peut partir de la valeur alternative du transfo, ne pas oublier d'enlever ces fameux 2,4 V ici, et de ce fait, vous aurez la puissance efficace de votre ampli. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps sur YouTube, un gars qui faisait voir qu'il avait fabriqué un ampli de soi-disant 200 watts avec, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait 2 fois 40 volts. Donc 2 fois 40 volts, ben on va prendre qu'une fois 40 volts, hein, puisque il était alimenté en symétrique. Si je fais 40 divisé par 1,414, ça me donne 28 volts 2. Donc 28 volts 2, je vais le mettre au carré, hein, pour déjà simplifier la chose, hein. On ne va pas s'étendre sur les pertes. On peut voir juste ce que ça va donner avec 2 fois 40 volts, sans enlever les pertes de jonction ici. Alors, donc ça au carré est divisé par 8. Ça nous donne quand même 100 watts. 100 watts, on n'a pas tenu compte des pertes de jonction ici. Donc pensez qu'on sera en dessous des 100 watts, on sera aux alentours des 90 watts, 95 watts. Voilà, donc il faut se méfier que un ampli, il est pas... suffit pas de dire j'ai 40 volts et avec 40 volts je vais faire 200 watts. Ça se calcule à l'avance pour dire mon ampli va faire tant. Choisir son transfo pour la valeur pour un ampli, d'accord.
mais on ne fait pas ça à l'aveuglette en disant ça y est, j'ai 2 fois 40 volts, j'ai 80 volts au total, et je vais faire un ampli de 200 watts. Non, c'est la moitié de la tension, c'est pas la totalité des 2 rails. Hein, si vous voulez faire ça, il y a une solution. Si je veux faire un ampli de 200 watts, je vais faire un ampli en pont. Un ampli en pont, c'est donc 2 étages d'amplification avec le haut-parleur au milieu. Et ces 2 étages seront un à 0 degré et l'autre à 180 degrés. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ici pour faire 180 degrés, ici on va rentrer sur l'entrée plus et ici on va rentrer sur l'entrée moins. Et comme souvent donc on a une résistance de contre-réaction qui est montée comme cela, on va prélever la tension à la sortie. Donc de ce fait, on aura ici 0 degré et 180 degrés. Donc ici, on aura bien nos 2 alternances qui vont être en opposition de phase. Si elles sont en opposition de phase, on aura bien ici, s'il est alimenté à plus 40 et moins 40, on aura sur une alternance positive et l'alternance négative, mais qui ne passera pas par, qui passera par un 0 flottant, et on aura ici, au lieu d'avoir nos 40 volts, on aura nos 80 volts. Donc si on a 80 volts en valeur crête, mais pas crête à crête, puisque ici crête à crête, on aura 80 volts ici et 80 volts ici. Donc ça sera bien 80 volts efficace. Donc si je prends ici maintenant, je prends 80 volts, que je divise par 1,414, ça nous donne 56 volts efficace. Donc cette réponse, si je la mets au carré, que je multiplie, donc que je divise par 8 l'impédance de charge du haut-parleur, ça me donne bien là effectivement mes 400 watts. Mais j'ai fait une chose, c'est-à-dire que je n'ai plus 2 transistors, mais j'en ai le double. Donc voilà, là ici je vais avoir 2 transistors comme ça, et je vais répéter à l'opposé ici la même chose. Donc ça sera alimenté par les mêmes rails, mais ici je vais avoir la même chose avec mes résistances émetteurs. Et les mêmes transistors pour le déphaseur, pour le Darlington, pour la commande en courant et pour le gain en courant. Voilà, donc là j'ai bien la même chose que de l'autre côté, avec mes 4 diodes ici. Voilà. Donc avec mon générateur de courant au pied. Et ici, l'étage d'amplification en tension. Donc qui dit en tension, je vais rentrer sur l'émetteur et sortir sur le collecteur. Voilà, donc là pareil de ce côté, on aura la même chose. Voilà pour ça. Bon, là souvent il y a une petite résistance, c'est préférable, parce qu'on ne peut pas attaquer directement une base avec un chiffre courant.
Et pour une question de stabilité, on met toujours une résistance d'émetteur dans ce cas ici. Bon, alors voilà, donc le cas ici, là une petite résistance aussi, là une petite résistance aussi, comme ça. Hein, sur les Darlington, toujours une petite résistance d'émetteur, où on la met là, où on la met au milieu, c'est un petit peu comme on veut. Et là, on peut faire pareil, comme ça. Donc ici, si je sors mon haut-parleur au milieu, et que je suis en opposition de phase d'un côté à l'autre, effectivement, j'aurai bien la possibilité d'avoir 400 watts. Mais attention, c'est 400 watts théoriques. Ne pas oublier qu'ici, on a perdu chaque fois 1 volt 2, donc 2 volt 4, et ça se perd aussi de ce côté, puisque c'est répété de la même façon. Donc, ne pas oublier de tenir compte de ces pertes-là. Et je vous dis pas des pertes côté transformateur, parce que le transformateur s'effondre. On a un pont de diode qui, lui aussi, a 4 diodes. Donc, s'il a 4 diodes, il perd la même chose de volt 4. Pour arriver à tenir ici les 40 volts, déjà, il faut avoir un transformateur qui soit bien calculé et un pont redresseur. Si à la limite vous voulez perdre moins, faites un pont avec des diodes Schottky. Donc déjà, vous perdrez moins de tension. Il y a moins de tension de déchets dans une Schottky que dans une diode classique. Parce qu'une diode classique, c'est 0,7 volts, 0,7 et 0,8 volts quand on y tire pas mal dessus. C'est plus souvent 0,8 que 0,7. Et le transfo, bon, n'en parlons pas. Voilà, donc je vous explique ça. Donc ici, tenir compte d'une chose, c'est qu'on n'est pas en valeur carrée, hein, de penser qu'on est dans la trigonométrie à partir du moment où on est en valeur sinus, d'où la formule de ne pas oublier ces racines de 2, hein, donc ici c'est racine carrée de 2 ou un 414. Donc bien tenir compte qu'il faut divisé par cette tension, c'est un 414, sinon vous n'allez pas tomber juste. Voilà donc pour la petite explication, pour savoir la puissance réelle d'un ampli et comment ça se calcule. À partir même carrément d'un transfo du transfo 220 et la tension que vous allez choisir en fonction de la puissance que vous voulez théoriquement. Je dis bien théoriquement, parce que cela n'est pas une science exacte. Votre transfo, vous n'avez pas toutes les caractéristiques, parce qu'un transfo, on vous dit, bon, il va vous délivrer 32 volts, et puis quand vous y tirez dessus, bien, vous n'en avez plus que 30. Le fabricant du transfo vous le dit pas, ça. Alors que c'est vrai, quand vous le mesurez à vide, il va vous donner, au lieu de 32 volts, il va vous en donner 34 ou 36 volts. Mais une fois qu'il est en charge et qu'il a un appel de courant dessus, c'est plus le cas. Voilà pour la petite explication. Donc pour l'enceinte, le problème est résolu, hein, il suffisait juste de changer la résistance et puis tout est rentré dans l'ordre. Bon, je vous explique vaguement aussi comment c'était le montage de ce truc-là. Alors ce truc-là, on a tout simplement 2 transistors. Donc on a un rail positif qui était, on a dit, à plus 31 volts. Et on a un transistor qui est monté comme ça. Donc pour la partie positive, son émetteur
va sortir comme ça. Ici on a la masse et ici on a le moins 31. Donc moins 31, pareil, on a notre transistor où il y avait le côté où il y avait problème, on sort sur l'émetteur. Et ici, tout bêtement, on a quoi par rapport à la masse? On a une diode Zener, une résistance qui vient de la base au collecteur, un condensateur de découplage ici, et voilà. Donc le problème en fait là-dessus, donc je vais vous dessiner pareil à l'identique ici, donc la diode Zener, la résistance ballast de la diode Zener, le condensateur de découplage ici, et voilà. Donc ici on a un chimique découplage de sortie, bon, doublé souvent avec un petit 0,1 micro pour enlever les HF. Voilà, mais ça on n'en parle pas. Allez, alors ici on a une Zener de 15 volts et ici une Zener de 15 volts. Ici on a du plus, donc 15 moins 0,6, hein, c'est plus, on n'a plus 15 volts puisqu'on a notre perte de tension, donc 15 moins 0,6, ça nous donne 14 volts 4, donc plus 14,4 volts et moins 14,4 volts. Et ici on a plus et moins 31 volts. Alors ici, pourquoi avoir choisi des résistances de 1 kg? Nos deux Zener sont des Zener de 1,5 watt. Donc 1,5 watt, ça fait 0,5 watt pour 15 ans. Alors comment faire pour calculer cette résistance? Donc la résistance dépendra du courant dans la jonction base émetteur du transistor selon les critères du transistor de son bêta. Je suppose que le fabricant a dû prendre un bêta qui ne nuise pas qui soit supérieur au courant donc demandé circulant, mais il en circulera toujours ici par le biais de la jonction base émetteur, mais on va donc calculer ça. Alors notre Zener, c'est une Zener 15 volts et on a demi-watt, c'est une demi-watt, donc demi-watt c'est 0,5, je vais faire 0,5 divisé par 15, ça nous donne 0,033. Donc ici le courant qui peut circuler dans la Zener au maximum est de 0 ampères, donc 0, allez, 34, allez. Alors ce qui nous donne un courant maxi de 34 milliampères. 34 milliampères. Donc si je veux calculer la résistance maximum que je peux utiliser ici, je vais faire 15 moins 31, 31 moins 15, 31 moins 15, ça va nous donner 16 volts. Il doit passer 16 volts ici, enfin
il y a 16 volts d'écart entre aux bornes de la résistance, hein, donc entre là et là, on va voir 16 volts. Il va y avoir 16 volts qui va circuler ici aux bornes de la résistance. Donc ces 16 volts, j'ai décidé, j'avais dit, d'un courant de 34 mA. Donc je peux avoir une résistance qui peut supporter au maximum ça. Mais comme je vais me tenir dans une marge d'erreur, allez, on va dire, pour pas faire chauffer la Zener, parce que si je suis vraiment à la limite de ce qu'elle peut supporter, c'est déjà, il faut quand même tenir une bonne marge de sécurité. On va passer, on va dire 28 mA. Allez, 28 mA, admettons que le transistor est un bon bêta, mais derrière on sait une chose, que ça alimente que des AOP qui ne consomment pas grand chose. Allez, 28. Donc si je prends un peu, si je prends une bonne marge déjà. 28 mA, donc R est égal à U sur I, donc je vais prendre donc 16 volts, 16 volts divisé par 0,028, ça me donne une résistance de 571 ohms. Donc c'est déjà la moitié de ce qui était établi dans le schéma pour un courant de 28 mA. Donc on peut très bien calculer le courant qui circule dans la Zener, puisqu'on a dit que c'était 1 kg. Donc I est égal à U sur R. Alors on a dit 16 divisé par 1000. Donc on peut voir aisément que le courant est de 16 mA. Donc la moitié de ça. 16 mA donc, vont traverser ici la résistance et la diode de Zener, hein, puisque le courant part du plus vers le moins, donc le positif étant à la masse. Ici on aura un courant de 16 mA. Voilà, donc pour la petite histoire de l'ampli et sa panne. Je pense avoir été clair sur cette partie-là. Ne pas oublier qu'ici, on n'est pas en valeur rectangulaire, donc bien tenir compte de diviser par un 414 ou racine de 2. Sinon, de bien lever la racine de 2, parce que on est en trigonométrie, on n'est pas en rectangle. Si on était en rectangle, on n'aurait plus la même tension que dans la valeur sinus, hein, comme je vous ai expliqué. Si on a 650 volts ici, crête en carré, ben on va faire la moitié de 650. 650 divisé par 2, ça fait 325. Donc en valeur efficace dans un créneau, on sera à 325 volts ici. Pourquoi? Parce que on est dans une valeur rectangulaire. Et quand on est dans la valeur sinus, on perd tout ça. Voilà, donc d'où enlever la fonction trigonométrique de la valeur sinus. Voilà, donc pour la petite explication de la puissance d'un ampli qu'on vous fait miroiter des puissances faramineuses qui sont très très fausses. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!